Start. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, 0. Je m'appelle Thomas Perret, je suis enseignant agrégé de physique, chimie et d'informatique en France, au lycée Saint-Paul à Vannes. En fait, Vannes c'est en Bretagne, à l'ouest de la France. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la planète Mars. Donc j'ai collecté les questions que m'a envoyé votre enseignant de physique-chimie. Et il y en a plusieurs qui revenaient autour de Mars, de la course à l'espace, pour savoir quand est-ce qu'on ira sur Mars. Donc je vais vous parler de l'actualité martienne, des robots qui sont actuellement sur Mars et de ce qu'on y fait. Alors, on va partir pour Mars. Donc, je vous ai mis sur cette image les planètes du système solaire, les 8 planètes principales, ainsi que les petites planètes naines, Cérès, Pluton, Makemake et Eris. Vous avez dû voir en cours qu'il y a 4 planètes telluriques, les 4 plus proches du Soleil, suivies de 4 planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et nous, on va partir aujourd'hui pour Mars, donc qui est la 4e planète tellurique. Alors vous voyez sur cette photo, j'ai rapproché la Terre et Mars. Ils sont évidemment pas aussi proches l'une de l'autre, je les ai rapprochés virtuellement. Et on voit bien que Mars est à peu près 2 fois plus petite que la Terre. Elle est beaucoup plus petite que la Terre. Et le Mars n'est pas recouvert d'eau. Il n'y a pas d'océan sur Mars, pas d'eau liquide. C'est un désert à l'échelle de la planète. Par contre, il y a autant de terre, on va dire, sur Mars qu'il y a de continents sur notre planète. Donc il y a autant d'endroits à explorer à la surface de Mars que de continents à explorer sur Terre. Ça, c'est intéressant. Alors zoomons sur la photo de Mars. La première chose qu'on remarque, c'est la couleur de Mars. Vous savez sans doute que Mars, on l'appelle la planète rouge. Alors elle n'est pas vraiment rouge, elle est plutôt orange, marron. En français, on utilise le mot ocre. Donc elle est de couleur ocre. Et cette couleur ocre, elle est due à la présence d'oxyde de fer à la surface. L'oxyde de fer, c'est le mot scientifique pour désigner la rouille. La rouille, c'est ce qu'on trouve, par exemple, sur des chaînes en métal qu'on laisse trop longtemps à l'air libre et qui vont se recouvrir de cette pellicule de rouille. Donc Mars est une planète qui est toute rouillée. Et autre chose qu'on observe sur la planète, c'est cette zone blanche en haut qui correspond au pôle Nord. En fait, c'est une calotte de glace d'eau. Alors, je dis glace d'eau, je dis pas juste glace, parce que sur Mars, il y a aussi une autre glace. Alors, c'est pas de la glace à la fraise ou de la glace à la vanille, c'est de la glace carbonique, formée de gaz carbonique qui a glacé. Et ici, sur cette calotte, là, c'est de la glace d'eau. Donc, la même glace que celle qu'on trouve sur Terre. Cette calotte, elle est épaisse de 3 km et large de 1300 km. Alors 1300 km, ça ne parle pas forcément beaucoup. Donc je suis allé chercher la taille de la Colombie sur Internet. Et en fait, c'est assez amusant parce que cette calotte de glace fait à peu près la taille de la Colombie. Et elle est grande comme la Colombie. On imagine que la calotte ici est au niveau du Venezuela. Je l'ai posée juste à côté. Et donc c'est de la même taille à peu près que la Colombie. Donc c'est vraiment un grand réservoir de glace. Autre chose qu'on remarque sur Mars, c'est la présence de très nombreux cratères. Alors, je vous ai zoomé ici sur un cratère, l'un des plus grands cratères de Mars, qui est le cratère Schiaparelli, qui fait à peu près, je crois, 400 à 500 km de diamètre. Sur Terre, il y a en tout 184 cratères, alors que sur Mars, il y en a à peu près 384 000. Donc c'est énorme. Sur Mars, il y a énormément de cratères. Alors, un cratère, si vous n'avez pas forcément l'image en tête, voilà le météore cratère en Arizona, un cratère très célèbre, qui est provoqué par la chute d'un gros morceau de roche sur Terre à très grande vitesse et qui creuse ce trou dans la surface, dans le sol. Sur Mars, vous avez différents cratères. Hop, je vais le mettre celui-là. Voilà. Ce premier cratère ici, voilà, on a toujours la jolie couleur de Mars. Ce cratère-là, on va le mettre ici. Alors celui-ci, il a de la glace au fond, et un petit peu de givre ici à droite. Là, on a un cratère, c'est amusant, il y a une tête un peu comme un smiley, avec des yeux et puis un sourire à cet endroit-là. Et le dernier cratère que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, qui nous montre un cœur en fait.
Voilà, c'est comme s'il y avait un cœur sur Mars. Donc des cratères, il peut y en avoir de formes différentes. Celui-là, c'est parce qu'il y a eu deux cratères qui se sont formés et qui ont donné lieu à cette forme assez amusante. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de cratères sur Mars? Pourquoi cette différence avec la Terre? Mars, c'est une planète désertique depuis des milliards d'années. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'océan sur Mars. La seule érosion du sol, elle est due au vent. Sur Terre, l'eau qui coule dans les fleuves, l'eau qui recouvre les océans, va éroder le sol, c'est-à-dire qu'elle va peu à peu, année après année, siècle après siècle, elle va raboter le sol, elle va frotter contre le sol et effacer les traces des collines, par exemple, qui seraient recouvertes d'eau, ou alors des cratères qu'il y a eu sur Terre. Alors que sur Mars, la seule érosion, c'est par le vent, et c'est une érosion très lente. Par contre, ça peut faire ce genre de jolis paysages avec des dunes, en fait, où le sable est transporté et se dépose par endroits. Il y a un autre aspect, c'est que c'est l'atmosphère de Mars, en fait, qui est beaucoup plus fine que celle de la Terre. La Terre, elle a une atmosphère qui est assez épaisse et qui lui permet de détruire la plupart des météores. En fait, quand il y a un corps comme une roche qui vient rentrer dans l'atmosphère de la Terre, cette roche va frotter contre le gaz contre l'air de l'atmosphère de la Terre, et les frottements vont chauffer la roche. Ils vont la chauffer très fortement, jusqu'à plusieurs milliers de degrés, ce qui va jusqu'à casser la roche. En fait, ça va la faire fondre, et la pression sera tellement grande que ça va casser la roche, qui va peut-être même totalement parfois se consumer. C'est ce qui donne lieu aux étoiles filantes. Alors, d'ailleurs, il y a une question qui m'était posée, c'est est-ce que la Terre a une atmosphère, enfin un bouclier antimétéorite? Une atmosphère antimétéorite? Oui, la Terre a une atmosphère antimétéorite. Donc, qui nous protège des petites météorites. Quand on a vraiment des grosses météorites qui arrivent sur Terre, ici c'était en Russie, ça donne lieu à quand même de très beaux spectacles, hein, mais ça peut même être dangereux, puisque ici, cette roche qui est tombée près de la ville de Tcheliabinsk a quand même abîmé certains bâtiments. Alors Mars, contrairement à la Terre, Mars a une atmosphère très fine. La pression atmosphérique, qui permet de qualifier l'atmosphère, d'évaluer l'épaisseur de l'atmosphère, cette pression atmosphérique est 170 fois plus faible que sur Terre. Et les roches ne brûlent pas totalement dans l'atmosphère. Par exemple, ici, vous avez une petite météorite, hein, qui fait à peu près 10 cm, la taille de votre main à peu près, qui a été trouvée par le rover Curiosity, qui est à la surface de Mars. Et là, sur cette image, on voit la bande d'atmosphère qui est juste ici. Voilà. Alors, vous avez également sur Mars d'autres choses qui sont assez différentes de la Terre. Au niveau géographique, ce sont les volcans. Alors, sur Mars, il y a plusieurs volcans qui dépassent les 10 km d'altitude largement. Notamment ici, sur cette zone, on a Olympus Mons qui fait plus de 20 km d'altitude. Et là, 3 volcans, Ascraeus Mons, Pavonis Mons et Arsia Mons, qui font tous plus de 14 km d'altitude. Si on compare à la Terre, voilà ce que ça donnerait. Vous avez ici le mont Everest, qui culmine à peu près 8844 mètres, 8848 mètres, et Olympus Mons, plus de 22 km de haut. Donc vous voyez, sur Mars, on a vraiment des volcans démesurés comparés à la Terre. Alors là aussi, je me suis amusé à comparer la taille de ce volcan Olympus Mons avec la Colombie. Et vous voyez sur cette image que le volcan, si on le met dans la partie est de la Colombie, ça recouvre à peu près un tiers de la Colombie. Voilà. Donc au niveau de la frontière, ça recouvrirait Bogota. Bon, je crois que ici, vous, Pereira, ça doit être par ici, vous êtes épargné. Une autre caractéristique de Mars, c'est la présence d'un canyon. On appelle ça un rift, c'est pas tout à fait un canyon, c'est une grande déchirure dans la croûte de Mars, qui est longue de 4800 km. 4800 km, c'est à peu près la distance entre Paris et New Delhi, en Inde. Donc entre la France et l'Inde. C'est gigantesque. Pour vous donner un ordre d'idée, le Grand Canyon américain, il ferait à peu près la taille d'un tout petit morceau ici du Grand Canyon. Voilà.
Donc le Grand Canyon américain, il n'est pas si grand que ça comparé au canyon martien. Alors tout cela nous montre que Mars est désertique. Bon, elle a eu des volcans, il y a quand même eu de l'activité volcanique, mais bon, on n'a pas d'océan. Mais Mars n'a pas toujours été un désert comme ce que je vous montre là. Il y a 4 milliards d'années, donc il y a très longtemps, c'est quand Mars était vraiment très jeune et venait de se former, de l'eau coulait en abondance à la surface de Mars. Vous avez ici 2 photos qui ont été prises par des sondes autour de Mars, qui montrent des vallées qui ont été creusées par l'eau. Alors, ici à gauche, voilà, on voit une vallée avec ce qu'on appelle des méandres. Ici également, tout un réseau de vallées qui viennent se jeter à cet endroit-là. Je suis allé voir sur Google Earth si vous aviez de ce type de vallée également en Colombie. Et effectivement, on trouve des vallées ramifiées, exactement du même type que ce qu'on trouve sur Mars, et avec à peu près les mêmes tailles, dans le parc El Tuparo National Park, en Colombie, excuse-moi pour l'accent, voilà, qui est situé à l'est de la Colombie. On retrouve les mêmes caractéristiques, les mêmes types de structures que sur Mars. Et donc ces structures ont été formées par de l'eau liquide qui a coulé. Il y a eu de la pluie sur Mars pendant très longtemps. Il y a des lacs qui se sont formés, voire même des océans, mais qui ont disparu maintenant. Et une des grandes questions qu'on se pose, c'est est-ce que la vie a pu apparaître un jour sur Mars? Alors pour le savoir, une sonde a été envoyée sur Mars, enfin plusieurs sondes ont été envoyées sur Mars, mais la plus récente, c'est le rover Perseverance qui a été envoyé dans le cratère G0. G0 est un cratère où il y a eu un lac il y a très longtemps. Alors ce cratère, il fait 50 km. 50 km, c'est à peu près la distance entre Pereira et le volcan qui s'appelle Nevado del Ruiz, qui surplombe votre ville, il me semble. Et ce cratère présente une caractéristique très intéressante, c'est qu'il y a ici, à gauche, là, à l'ouest, il y a ce qu'on appelle un delta. Alors j'ai zoomé sur cette photo, et on voit en fait une vallée qui serpente à travers la roche, là, et qui a creusé le rempart du cratère et formé cette sorte d'écoulement direct de la boue à couler ici. Ça fait comme si ça avait fait splotch, là, comme s'il y avait eu un écoulement et de la boue qui avait coulé et séché. On appelle ça un delta. Alors un delta, on le voit ici également en biais, un peu comme si on survolait en hélicoptère le cratère. On retrouve la vallée ici, hein, qui a incisé le rempart du cratère. Et puis ce delta, là, on le voit très bien ici. Eh bien des deltas, on en trouve sur Terre. Par exemple le delta du Nil en Égypte, photographié par Thomas Pesquet, qui est dans la Station Spatiale Internationale depuis quelques semaines, photographié le 29 avril, hein, voilà le delta du Nil. Et voilà un autre delta beaucoup plus petit en Alaska, avec l'eau qui vient traverser ici la forêt et qui vient couler dans un fleuve, en déposant ce qu'on appelle des alluvions, de la boue en fait, qui s'accumule année après année. Donc ça prouve que dans le cratère G0, on a eu de l'eau liquide qui a coulé dans cette rivière pour former un lac, et au niveau de l'endroit où l'eau arrivait, chargée en roche, elle a déposé, couche après couche, de la boue. Donc cette photo, c'est une simulation de ce à quoi aurait ressemblé le cratère G0 il y a 3,7 milliards d'années. Alors, voici une autre vue d'artiste du cratère G0. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce que des formes de vie sont apparues dans ce cratère? Est-ce que, lorsqu'il y avait ce lac, ce delta, de l'eau liquide, est-ce que les conditions étaient possibles pour que la vie apparaisse comme elle est apparue sur Terre? Il faut savoir qu'il y a 3,7 milliards d'années, sur Terre, c'était la période à peu près à laquelle la vie apparaissait. On est dans les mêmes époques, mais on ne sait pas si sur Mars la vie est apparue. C'est toujours une question. Si la vie est apparue sous forme de bactéries, on n'imagine pas des dinosaures, on imagine vraiment des formes de vie primitives, ces bactéries, ces microbes, pourraient être préservés dans des roches, notamment les roches du delta. Et le robot Perseverance de la mission Mars 2020 a été envoyé pour enquêter et chercher ces éventuelles formes de vie. Alors voilà le robot.
Perseverance. C'est un gros robot, vous avez des ingénieurs qui sont à côté là, qui sont habillés tout en blanc pour éviter que la moindre poussière vienne se déposer sur le robot. Il faut qu'il soit absolument très très propre. Donc vous avez le robot dans le centre de la NASA où il a été conçu. Et ici, une image simulée du robot sur Mars. Alors c'est un très gros rover, il fait 3 mètres de long, il est haut de 2,2 mètres, donc il est plus haut à part quelqu'un un basketteur qui serait vraiment très grand, il est plus grand que la plupart des personnes, et sa masse est de plus d'1 tonne. Donc il est à peu près lourd comme une voiture. Et vous avez ici l'un des ingénieurs qui a conçu le robot, qui nous montre l'une de ses roues. Vous voyez, c'est quand même un sacré robot. Alors c'est pas le premier gros rover sur Mars. Des rovers, en fait, il y en a eu 5. Maintenant, il y a un 6e qui est arrivé sur Mars très récemment. Il y a eu un tout petit rover qui faisait la taille d'une voiture télécommandée qui s'appelle Sojourner, qui est arrivé en 2000, dans les années 2001 je crois. Ensuite, il y a eu 2 rovers Spirit et Opportunity américains, mais qui n'étaient pas non plus très très grands. Et puis en 2012, le rover Curiosity, qui est arrivé sur Mars, pas tout à fait à l'endroit où est Perseverance, c'était dans un autre cratère. Donc Curiosity en 2012 et Perseverance, voilà, qui est arrivé en 2021. Vous voyez que les 2 robots se ressemblent très fortement, puisque en fait les ingénieurs là ont réussi à trouver une façon de faire ce robot qui soit assez optimale, donc qui permette d'avoir de bonnes caractéristiques pour étudier les endroits où ils atterrissent de façon très détaillée. Alors, est-ce que ça je pourrais le lancer? Non, je pense pas, c'est pas grave. Donc Perseverance était dans un vaisseau qui l'a transporté jusqu'à Mars, et ce vaisseau a décollé le 30 juillet 2020. Et donc là, alors il y a une animation, mais je pense pas je pourrais pas la lancer en fait depuis cette interface-ci. Il a fallu, donc 30 juillet 2020, l'atterrissage a eu lieu en février, ça fait à peu près 6 à 7 mois pour arriver sur Mars. Donc vous voyez, le voyage pour aller de la Terre à Mars, c'est à peu près 7 mois, c'est assez long. L'arrivée sur Mars a eu lieu le 18 février 2021, je vais vous montrer la vidéo. Donc vous avez vu qu'il y a quand même pas mal d'étapes qui se déroulent, avec notamment ce qu'on a pu voir à cet endroit-là, donc le vaisseau qui rentre dans l'atmosphère, un déploiement de parachute pour le freiner, voilà le vaisseau qui descend sous parachute. Ensuite, le vaisseau est freiné par ce qu'on appelle des rétrofusées. Et enfin, hop là, j'avance un petit peu, il analyse le sol, et là le vaisseau descend sous des câbles qui le retiennent jusqu'à se poser. Donc vous voyez, c'est quand même des étapes très très ambitieuses, je pourrais dire très dangereuses, puisqu'il faut absolument qu'aucun système dysfonctionne. Le processus d'atterrissage se fait totalement en autonomie, c'est-à-dire que depuis la Terre, on ne contrôle rien, tout se fait de façon automatique, et ça dure pendant 7 minutes. Donc ça s'est passé en février, et voici la vidéo qui a été reçue sur Terre. Where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Applicate indicate chute deploy.
The navigation has confirmed that the parachute has deployed, and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 440 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. Heat shield set. Perseverance has now slowed to subsonic speeds, and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Nav filter converge. Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers above the surface of Mars. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming up on the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. OVS valid. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. Priming. TBA is nominal. We have priming of the landing engines. Back shell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. TRN safety Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. Sky crane maneuver has started, about 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Voilà. Et la joie, évidemment, de ceux qui ont participé à la mission. Alors, le panorama obtenu au site d'atterrissage, le voici. Vous avez donc ce paysage désertique assez plat. À l'horizon, on voit quand même comme des collines, comme des montagnes. En fait, c'est le bord du cratère G0. Vous avez également une autre ligne un peu plus proche de nous qui est le delta. Et puis devant, le robot qui s'est pris en photo. Alors, si nous, on était allé avec le rover sur Mars, on ne pourrait pas respirer. L'atmosphère est composée très majoritairement de gaz carbonique sur Mars. C'est irrespirable. Et la température moyenne est de moins 67 degrés, sachant que ça peut descendre typiquement à moins 90 degrés la nuit, jusqu'à même moins 130 degrés par endroit. Donc il fait vraiment très très froid sur Mars. Vous avez également une zone un peu plus claire ici, c'est là où les rétrofusées ont soufflé la poussière, elles ont décapé le sol, et elles ont laissé des marques dans le sol martien. Voilà, donc je vous fais passer un peu le panorama, et voilà l'autre côté du panorama. Le robot a commencé par vérifier que son bras robotique est en bon état. Donc il l'a levé, voilà, pour vérifier les différents systèmes. Et on voit ici l'ombre du robot, ça c'était un soir sur Mars, avec des ombres qui s'allongent. Le Perseverance a également déployé un petit hélicoptère qu'il a transporté avec lui sur Mars. En fait, vous allez voir, c'est une animation qui est filmée sous le robot. Donc vous avez les roues du robot, et puis le robot a filmé ce qu'il y avait sous son capot, sous sa coque, et voilà, un petit robot qui est déployé. La vidéo tourne en boucle. Voilà.
Alors ce petit robot, c'est Ingenuity. C'est un hélicoptère, une sorte de drone en fait, si vous voulez. Il n'est pas très grand, il fait à peu près 1 mètre, donc la taille d'une... 1 mètre, c'est quoi la taille d'une petite table, hein, d'un petit bureau. Et il s'est envolé. Alors, avant de s'envoler, Persévérance a fait un selfie avec lui. Alors, le selfie, comment il a fait? Il n'y avait personne qui était sur Mars pour prendre le selfie. C'est Persévérance qui a lui-même fait le selfie parce qu'il a une caméra située au bout de son bras robotique. Je vais vous montrer le bras juste ici. Voilà. Au bout du bras, en fait, il y a une caméra qui est située juste de l'autre côté. Et avec cette caméra, il peut se prendre en photo. Un peu comme avec une perche à selfie. Après, en traitant les photos, on peut réussir à effacer le bras, à le faire disparaître. Donc le petit hélicoptère est situé ici. Voici une animation du vol de Ingenuity. Pardon, voilà. Donc voilà Persévérance, ça c'est une animation. Vous avez Persévérance qui a déposé l'hélicoptère. Alors Persévérance a reculé à 100 mètres de l'hélicoptère. Il est allé vraiment très loin pour qu'il n'y ait aucun risque que l'hélicoptère s'écrase sur Persévérance. Les pales tournent, donc il y a d'abord un test, vérifier qu'elles fonctionnent bien. Alors c'était vraiment très difficile de faire voler, c'est une prouesse en fait de faire décoller un hélicoptère sur Mars, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a très peu d'air dans l'atmosphère de Mars. L'atmosphère de Mars est très fine, et donc c'est très compliqué de faire voler un hélicoptère. Il a fallu développer un hélicoptère qui soit à la fois très léger et qui ait des hélices qui soient très grandes, pour pouvoir être porté par l'air martien très peu dense. Donc l'hélicoptère se déplace, prend des photos, je vous montrerai une photo tout à l'heure. Il analyse le terrain, donc en fait il sert à préparer la route que va suivre ensuite Persévérance. Et une fois qu'il a fait son vol, qui dure environ 1 minute, 1 à 2 minutes, le petit hélicoptère se repose. Voilà. Alors, je vous montre ici la vidéo du tout premier vol de Ingenuity qui a eu lieu le 19 avril. Je pensais un petit peu, parce qu'il met un peu de temps, voilà. Donc là, alors, je ne suis pas sûr que vous voyez parce que c'est assez petit, mais voilà, l'hélicoptère décolle. Alors, il n'y a pas de son sur cette vidéo, mais Persévérance dispose de 2 micros qui ont été activés dans les vols suivants, et je vous enverrai le lien pour aller voir la vidéo sur internet. On entend en fait le bruit de l'hélicoptère qui vole sur Mars. Il faut mettre un casque par contre, pour bien entendre il faut vraiment mettre un casque, parce que le son est assez grave et c'est pas facile à entendre. Voilà, donc ça c'était le tout premier vol, c'était vraiment un vol historique, la première fois qu'un engin décollait et atterrissait sur Mars en autonomie. L'hélicoptère a fait une photo quand il était dans le ciel, et avec cette photo il a réussi à photographier Persévérance qu'on voit ici. Voilà, l'image n'est pas très nette parce que Persévérance était vraiment situé assez loin, à 100 mètres de distance, mais il a réussi à photographier Persévérance. Et là je vais juste vous montrer en faisant comme ça, voilà à quoi ressemble la photo que Ingenuity a faite. On voit des dunes, des rochers,
les traces de roue laissées par le robot Perseverance. Voilà. Une autre vidéo qui a été faite cette fois pendant le 5e vol qui a eu lieu le 7 mai. Donc le 7 mai c'était il y a à peu près 15 jours. Il y a 2 semaines. Alors vous voyez sans doute une zone blanche qui se déplace juste ici. Ça c'est un tourbillon de poussière, on appelle ça un dust devil. C'est un tourbillon de poussière, il y en a très souvent sur Mars. C'est pas forcément dangereux je pense pour l'hélicoptère. Et juste après, voilà l'hélicoptère qui arrive. Alors la vitesse est accélérée, hein. Là c'est 4 fois plus rapide qu'en temps réel. L'hélicoptère est arrivé, il monte, il redescend et il se pose. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais juste savoir si l'hélicoptère est commandé par une personne ou si c'est automatique. Alors les commandes en fait sont programmées, sont envoyées à Perseverance et une fois qu'elles arrivent sur Mars via Perseverance, elles sont envoyées de Perseverance à l'hélicoptère. Mais ensuite tout se fait en autonomie. Parce que pour qu'une information aille de la Terre à Mars, il faut à peu près un quart d'heure. Donc il n'est pas possible de piloter en fait l'hélicoptère à distance en temps réel. D'accord, mais donc ça veut dire que son itinéraire est déjà programmé avant le décollage. Oui, tout à fait. Merci. Alors, pour terminer avec Perseverance, je voulais vous montrer quand même un petit peu ces instruments et à quoi il va servir, parce que pour l'instant, je vous ai juste indiqué qu'il était arrivé dans le cratère G0 et qu'il avait fait voler l'hélicoptère, mais sans plus. Voici les différents instruments indiqués par des flèches, et vous voyez qu'il y a différents drapeaux qui indiquent les contributions des autres pays que les États-Unis. Quand il n'y a pas de drapeau, en fait, ça concerne les États-Unis. Voilà. Quand il y a des drapeaux, c'est qu'il y a des contributions également d'autres pays. Par exemple, vous avez Supercam, qui est un instrument français. Alors français et américain. Il est développé à la fois par la France et les États-Unis. Il y a un réflecteur laser italien. Il y a également ici une station météo espagnole. Et puis vous avez parmi les instruments les plus importants en fait, c'est celui français, dont je vais vous parler juste après, et une perceuse qui va venir forer les roches, récupérer des échantillons et les mettre à l'intérieur du robot. Là, cette partie-là, elle est purement américaine. Alors, passons sur l'instrument français. L'instrument français, en fait, il s'appelle Supercam, pour une super caméra. C'est un instrument capable de tirer au laser sur les roches pour les vaporiser. Et en vaporisant les roches, cela libère de la lumière, en fait. Les roches émettent de la lumière lorsqu'elles sont vaporisées. La lumière émise par les roches vaporisées est analysée par Supercam qui observe, en fait, qui filme les roches quand il les vaporise. Cela permet ainsi de connaître leur composition. Ça, c'est quelque chose que vous verrez au lycée. En analysant la lumière qui est émise par les roches, on peut trouver leur composition. Les roches ne vont pas émettre les mêmes couleurs. Par exemple, un basalte va émettre une couleur différente d'un calcaire. Donc, suivant la roche que vous avez trouvée, quand vous tirez au laser dessus, elles ne vont pas avoir les mêmes couleurs. Donc, Supercam est ainsi utilisé pour déterminer à distance la composition des roches et chercher quelles sont les roches les plus intéressantes à aller étudier. Une fois que les scientifiques ont trouvé des roches qui les intéressent, ils vont aller les forer à l'aide d'une foreuse située au bout du bras. Le bras fait quand même 2 mètres de long, c'est un sacré bras robotique. La tourelle, j'avais noté sa masse, juste ici, je m'en souviens, 45 kg. Voilà. Cette zone-là, cette partie du bras qui est située tout au bout, la main, si on veut, de Curiosity de Perseverance, fait 45 kg. Et vous avez une foreuse qui est utilisée pour prélever des échantillons. Ils vont être stockés dans des tubes et puis déposés ensuite à la surface. Et la suite, ça va être une récolte de ces échantillons par un autre robot. Donc en 2021, ça c'est en ce moment, Perseverance récolte des échantillons et les dépose à la surface dans des petits tubes. En 2028, un autre robot sera envoyé sur Mars et va venir récolter les échantillons pour les amener à sa station. Et la station de ce petit rover va envoyer une fusée en orbite autour de Mars. Et donc ça, ce sera en 2029, le temps qu'il récupère les échantillons. Et donc en 2029, la fusée décollera de Mars et va venir dans un satellite autour de Mars, un satellite européen, qui va retourner vers la Terre et ramener les échantillons sur Terre en 2031. Donc vous voyez qu'il y a un partenariat entre l'Europe et les États-Unis et que ce projet va prendre 10 ans.
Persévérance, en fait, c'est une première étape à ce retour d'échantillons. Le but, c'est de ramener des échantillons pour les analyser dans nos laboratoires sur Terre, parce que sur Terre, on a vraiment des instruments très très précis qu'on ne peut pas envoyer sur Mars. C'est trop compliqué d'envoyer ces instruments sur Mars. On ne peut pas envoyer de scientifiques pour l'instant sur Mars. Donc on va ramener déjà des roches sur Terre et les analyser avec les instruments hyper précis dont nous disposons. Alors pour terminer mon exposé, je vais vous parler d'une mission chinoise cette fois, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis autour de Mars. D'ailleurs, autour de Mars, en fait, en ce moment, vous avez, je crois, 7 sondes qui tournent autour de Mars. Donc des sondes américaines, deux sondes européennes, une sonde indienne, une sonde des Émirats Arabes Unis. Quand je dis sonde, ce sont des satellites. Et un satellite chinois, donc qui fait partie de la mission Tianwen-1. Alors cette sonde est partie le 23 juillet 2020, donc vous voyez 7 jours avant Persévérance pour la planète Mars. Vous voyez ici un homme qui indique l'échelle de cette sonde, et vous avez une capsule en haut en blanc là qui contient un robot, un rover et son atterrisseur. Alors j'ai le robot juste derrière, je pourrais vous montrer tout à l'heure. Voilà une photo qui a été prise dans l'espace pendant le trajet Terre-Mars, entre la Terre et Mars, par la mission Tianwen-1, qui a largué en fait elle a envoyé un appareil photo dans l'espace, et cet appareil photo a fait des photos en rafale et les a envoyées jusqu'au satellite, qui les a ensuite renvoyées sur Terre. Bon, l'appareil photo après il a été perdu dans l'espace, mais c'est pas grave, hein, le but c'était pas qu'il soit rapporté, c'était juste de prendre quelques photos, de sorte à ce qu'il y en ait une qui montre la sonde pendant son trajet. Et le 10 février 2021, Tianwen-1 est bien arrivé autour de Mars. Là, vous avez une photo qu'ils ont prise, que les Chinois ont prise autour de Mars avec leur sonde. On voit ici probablement donc, un cratère ou un volcan sur Mars. Et événement historique, le 15 mai 2021, donc c'était il y a très exactement 6 jours, il y a un peu moins d'une semaine, la Chine a réussi à poser son premier engin sur Mars. C'est la 3e nation qui a réussi cet exploit après l'URSS, donc les soviétiques, et les États-Unis, les Américains. Ce robot qui s'est posé s'appelle Zhurong. Le voici sur sa plateforme d'atterrissage. Alors, je vous ai mis une petite animation. J'ai en fait acheté sur AliExpress le robot Zhurong qu'on peut trouver en modèle Lego chinois. Hein. Et voici une animation qui montre comment le robot a déployé sa rampe et ses panneaux solaires. Voilà. Déploiement de la rampe, de sa tête, de ses panneaux solaires. Voilà, et la toute première photo prise sur Mars par le rover Zhurong. On voit la rampe ici. Elle est prise par le robot, donc il y a la rampe, l'horizon au loin, des antennes ici, et sa première photo en couleur, où on voit ses panneaux solaires tout noirs qui lui permettent de fournir, de faire de l'énergie, et puis son antenne dirigée vers le satellite autour de Mars. Alors, est-ce que Persévérance et Zhurong pourront se rencontrer, se dire bonjour? Non, c'est pas possible. Persévérance est située ici. Zhurong est situé à droite ici. Entre les deux, il y a 1800 km. C'est énorme, c'est impossible que les deux sondes se rencontrent. Elles n'ont pas pour objectif de se rencontrer de toute façon, elles ont 2 sites à étudier indépendants l'un de l'autre. Voilà, j'en ai terminé sur ce dont je voulais vous parler. Et maintenant, je vous laisse la parole pour que vous me posiez vos questions. Merci. Merci, monsieur.